Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Laurence. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bienvenue au Palais des Congrès de Dijon pour cette troisième édition des Trophées de l'agriculture de Côte d'Or. Alors, une soirée qui va se dérouler en deux temps, puisque d'ici une petite heure, nous ouvrirons le palmarès 2019 de ces trophées. Mais avant cela, place à la conférence. Dans quelques instants, nous accueillerons sur cette scène Christophe Barbier, l'éditorialiste de l'Express, qui nous parlera des enjeux de l'agriculture de demain. Encore un mot pour vous dire que le Bien Public nous propose ce soir un direct live sur son site internet, bienpublic.com. Un journaliste en direct commente et alimente et nous raconte un petit peu le déroulé de cette soirée. Et puis, bien évidemment, n'oublions pas les réseaux sociaux, donc vous pouvez réagir, commenter, partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter tout d'abord, avec le code hashtag agriculture-821, et puis sur Facebook, ça s'appelle, donc vous l'avez derrière moi, hein, hashtag trophée au pluriel de l'agriculture 21. Voilà, vous pouvez intervenir sur les réseaux sociaux tout au long de la soirée. Allez, pour donner le coup d'envoi de cette soirée, Laurence, je crois que nous allons accueillir les deux grands organisateurs de la soirée. Oui, alors j'appelle Frédéric Bouvier, le directeur départemental du Bien Public à Dijon, en Côte d'Or, et Vincent Lavier, le président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. On peut applaudir effectivement. Par contre, si on n'a pas de micro, ça va être plus compliqué. On a perdu l'hôtesse, on a une... Ah, elle est là, Mélissa, vous pouvez l'applaudir, ça va la motiver pour venir sur scène. Ah voilà, Mélissa, voilà, Mélissa arrive avec les micros. Merci beaucoup, Mélissa. Merci. Et Mélissa qui va aider à remettre les trophées ce soir. Frédéric Bouvier, bonsoir, donc directeur départemental du Bien Public. Le Bien Public qui organise sa troisième édition des trophées de l'agriculture. Mais pour vous, c'est une première ici, parce que vous êtes le nouveau directeur, le nouveau directeur départemental du Bien Public. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, eh bien voilà, c'est l'occasion. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez agriculture en Côte d'Or, vous qui venez d'une autre région? Pas très loin, mais malgré tout une autre. Oui, on peut le dire, je viens de Saône-et-Loire, mais non, deux mots, c'est qualité. Qualité parce qu'on connaît la renommée notamment des vins de Côte d'Or, et innovation parce que depuis que je suis là, depuis le 1er septembre, j'ai vu fleurir plein d'initiatives, plein d'idées, et j'ai été impressionné par tout ce qui se fait au niveau agricole ici en Côte d'Or, et on en aura la démonstration tout au long de cette soirée. Bien sûr, beaucoup d'initiatives, beaucoup de nouvelles idées ce soir que vous allez découvrir. Est-ce que c'est important pour un journal comme le vôtre, un journal qui est proche de la population, de mettre en avant l'agriculture ? Je crois qu'on le fait en fait tous les jours hein, dans nos colonnes. Je discutais un peu avec les lauréats, et si ce soir ils sont sur scène, on en a déjà parlé d'eux dans nos colonnes locales. Nos correspondants, nos journalistes locaux sont déjà allés les voir, on a déjà parlé d'eux. Mais là, c'est une tribune départementale qu'on leur offre pour qu'on partage les bonnes idées tout au long de cette soirée. Vous avez fait des portraits des personnes qui sont là ce soir ou... Alors, ils sont déjà en boîte. D'accord. Ils sont déjà en boîte puisque samedi, on va publier un supplément numérique où on y aura l'ensemble des lauréats et les partenaires. Et à partir de mardi prochain, on fera paraître une page par lauréat. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric Bouvier. Avec plaisir. Bonsoir Vincent Lavier. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. Alors c'est un secret pour personne, hein, le monde agricole est en pleine mutation. Comment vous, président de Chambre, pouvez-vous, et puis la Chambre que vous présidez, pouvez accompagner ces changements en cours dans le monde agricole ? Nous avons tous conscience qu'effectivement, il faut que les systèmes de production évoluent. Hein. Enfin, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, bien évidemment, mais il faut aussi savoir faire bouger les lignes, inventer autre chose, des autres modes de production. Un fonctionnement peut-être un petit peu différent des exploitations, des démarches dans le domaine de la transformation. Et puis la Chambre, elle est là pour accompagner sur tous ces sujets-là, en fait, autant que faire se peut, sachant qu'on a aussi une forme de mutualisation avec les autres départements à l'intérieur de la région Bourgogne-Franche-Comté qui nous permet d'accéder à des compétences qu'on n'aurait éventuellement pas en interne, notamment sur des productions très marginales. Alors, dans la carte de France des départements agricoles et des départements ruraux, est-ce que la Côte d'Or n'a pas une place un peu à part ? Est-ce qu'elle ne se porte pas mieux finalement que bien d'autres départements ? La Côte d'Or, elle a comme caractéristique d'être un département quand même extrêmement hétérogène quant à ses productions.
Alors, je vais vous donner 2 chiffres parce qu'ils sont parlants. C'est le poids de la viticulture dans le département. C'est 9360 hectares, je crois, soit 2% de la SAU, mais c'est plus de 50% du chiffre d'affaires de l'agriculture. Voilà un élément qui nous montre un petit peu le poids de la viticulture, mais surtout l'hétérogénéité des productions. Mais ça en fait aussi une certaine richesse. Oui. Alors, Frédéric Bouvier l'a dit, hein, on va présenter ce soir des initiatives, des innovations, des savoir-faire, et puis on va présenter aussi des hommes et des femmes qui travaillent chaque jour sur les terres de ce département. Ça c'est important d'incarner aussi le travail du monde agricole. Complètement, parce que la vraie richesse de l'agriculture, c'est pas nos terroirs. C'est les hommes et les femmes qui la font et qui la font vivre tous les jours et qui s'investissent et qui se lèvent le matin pour essayer d'être innovants, de trouver des solutions pour faire évoluer les exploitations. Elle est là notre vraie richesse et nous, on se doit de les accompagner, ces gens-là. Alors, c'est une soirée festive, hein, on va essayer de ne pas s'ennuyer autant que faire se peut, mais ce sera aussi un moment d'échange, échanger sur la place du monde agricole aujourd'hui dans la société de demain. Oui, c'est un secret pour personne, hein, le monde agricole est quelque peu malmené. Alors probablement quand même que nous, agriculteurs, on a sous-estimé le besoin qu'on avait d'expliquer ce qu'on faisait au grand public. Alors ça, on s'y colle, hein, la preuve, ce soir, on est là pour ça. Mais moi, je voulais aussi profiter du fait d'avoir la parole pour faire passer un message peut-être à l'ensemble des médias d'une manière générale, parce qu'on voit quand même qu'il y a une tendance, alors qui est peut-être dans le vent, mais de courir un petit peu après toute cette désinformation qui concerne le monde agricole. Et nous, on est là pour dire qu'on voudrait bien que ça s'arrête malgré tout. Parce qu'on est on est en permanence en train de courir après ça et c'est extrêmement désagréable d'avoir toujours besoin de se justifier sur ces aspects-là. Alors, je ne vais pas parler pour Frédéric Bouvier, mais là, nous aussi, journalistes, on est là pour justement... alors on peut vous applaudir, effectivement, mais on est là aussi, nous, journalistes, pour faire la différence entre le vrai et le faux, et c'est vraiment notre rôle, et on va essayer de le faire correctement, à commencer par ce soir. Voilà, merci beaucoup Vincent Lavier, merci beaucoup Frédéric Bouvier. Justement, pour engager le débat de ce soir, j'appelle sur scène Didier Guillaume, le directeur général de Groupama Grand Est, le partenaire de la conférence de ce soir. Voilà, Didier Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là parce que Groupama a choisi cette année encore d'être le partenaire privilégié de ces trophées. Quelle importance revêt cette cérémonie des trophées de l'agriculture pour un groupe comme le vôtre ? Alors, on est effectivement un partenaire historique et ça, on le doit à une femme qui est présente ce soir et à son opiniâtreté, donc la présidente de la fédération de Côte d'Or, Brigitte Fleury, qui est à l'origine même avec la Chambre et son mari de la création de l'événement. Et donc, en tant qu'assureur historique du monde agricole, en tant qu'organisation professionnelle agricole, c'est pour nous une évidence d'être avec vous, une évidence et un plaisir. Voilà, tout simplement. Alors les agriculteurs, vous allez voir ce soir, sont obligés de tout le temps se remettre à la page, se moderniser pour suivre la marche du monde. Et vous, Groupama, vous allez les aider parce qu'il y a une innovation cette année, en 2019, spécialement pour les agriculteurs. Expliquez-nous ce que c'est. Notre raison d'être, la raison d'être de Groupama, c'est d'être capable d'accompagner au quotidien et tout au long de leur vie donc nos sociétaires. Et donc ça nous condamne à être en permanence en veille, à l'écoute de l'évolution des besoins de nos sociétaires et d'essayer de les anticiper. Donc on fait évoluer nos offres évidemment en permanence. 2 sujets sur lesquels on travaille beaucoup ces derniers mois. Le cyber-risque, puisque même les agriculteurs sont confrontés à cette nouvelle forme de criminalité, donc des adaptations de nos offres. Et puis également un bouquet de services numériques, donc une application, GARI, qui est l'acronyme donc de Agri, G-A-R-I, que je vous invite donc à télécharger, à découvrir. Tout un bouquet de services qui permet à l'ensemble de nos agriculteurs au quotidien de bénéficier de ces services. Mais je fais un peu de teasing, je vous laisse découvrir et télécharger l'application. Voilà. Merci beaucoup Didier Guillaume. Je vous laisse, on reste tous ensemble sur scène pour accueillir maintenant Christophe Barbier, le visage de l'Express que tout le monde connaît bien, également qu'on voit beaucoup à la télévision. Christophe Barbier pour une conférence
d'une trentaine de minutes. Merci beaucoup de nous rejoindre, c'est un plaisir. J'imagine, vous connaissez un petit peu cette région de la Côte d'Or, ou c'est une région que vous connaissez? Oui, je connais un petit peu cette région de la Côte d'Or, pas seulement quand on la traverse comme une flèche avec le TGV et qu'elle nous montre ses courbes très attirantes, mais aussi par ses produits, bien sûr. Alors, vu de Paris, parfois la Côte d'Or, c'est une vache et un verre de vin. C'est un peu plus compliqué quand on s'en approche, on le sait, c'est un peu plus riche. Et puis moi, je vois aussi la Côte d'Or depuis ma région d'origine, qui est la Haute-Savoie. J'allais le dire. Avec une agriculture de montagne qui a ses difficultés, qui a ses avantages, qui partage quand même avec l'agriculture d'ici le sens de la combativité et puis le choix de la qualité. C'est-à-dire le sentiment que c'est par l'excellence que ces métiers de l'agriculture s'en sortiront. Et ça, c'est un choix que les bons terroirs ont fait il y a maintenant plus de 30 ans et qui ne cesse de rééditer maintenant. Et c'était le bon choix par rapport à ceux qui ont pensé qu'en ayant moins de qualité, mais plus de quantité, plus de puissance et plus de bas prix, on s'en sortirait. C'est les premiers qui ont gagné la bataille et qui doivent maintenant entraîner tous les autres. Les premiers de cordée, ils sont dans des terroirs comme la Côte d'Or ou la Haute-Savoie. Alors quand vous étiez petit en Haute-Savoie, justement, cette terre, vous l'avez touchée quand même. Hein. Vous n'êtes pas seulement un journaliste qu'on voit à la télé à Paris, hein. Vous êtes aussi un gars de la terre. Ah oui, tout à fait. J'ai vu tuer le cochon. Il y a beaucoup d'enfants qui ne voient plus le tuer le cochon. Je ne suis pas si vieux. Hein. Vous savez, le 21 février 1945, Guitry a fêté ses 60 ans. Et ce jour-là, Sacha Guitry, dans son journal, il a marqué « Aujourd'hui, j'ai 50 ans ». Bon, moi, je ne suis même pas là, je suis à 52. C'est pas si vieux. J'ai vu tuer le cochon. J'ai vu faire du pain dans un four à pain pour nourrir la famille. J'ai vu les poules en liberté et nous, les enfants, dénicher les œufs. J'ai appris à traire. J'ai appris à faucher. Eh oui, bon, je serais peut-être plus trop capable maintenant, j'aurais besoin d'un peu de formation pour ça. Oui, mais j'ai appris à traire et puis après, j'ai vu arriver les treilleuses électriques. Et puis, j'ai vu ensuite partir les vaches. Et puis j'ai vu ces exploitations, celle de mon grand-père d'abord, celle de ma tante ensuite, ne pas pouvoir être transmises. D'abord parce que les enfants, ils faisaient autre chose et ils avaient envie d'autres vies. Et puis parce que le terrain, mettre dessus des résidences secondaires pour ceux qui allaient faire du ski, c'était plus rentable. Et ça a été des mutations économiques, c'est ainsi, il y a eu des mauvais choix et des bons choix. Mais tout ça sur un demi-centenaire, sur un demi-siècle. Et je me dis que c'est des mutations quand même qui ont été d'une extrême rapidité, qui ne sont pas qu'économiques, qui sont aussi des mobilités, des mouvements, des mutations presque philosophiques. Ce ne sont plus les mêmes mentalités, ce ne sont plus les mêmes valeurs, et on n'a pas le temps de s'arrêter pour se retourner et se dire d'où vient-on et où va-t-on. Il faut être dans le mouvement, parce que tous les jours, il faut travailler cette terre. Donc les questions qui se posent, il faut se les poser en travaillant. Et ça, c'est une des particularités de ces métiers qui mutent. Et journalisme et agriculture, c'est quand même deux métiers qui ont subi des mutations extraordinaires ces dernières années. Tout à fait. Christophe Barbier, je vous laisse vous mettre au pupitre pour cette conférence d'une demi-heure. Je vous remercie beaucoup pour cette introduction. Et puis, après la conférence, alors écoutez bien Christophe Barbier, parce que vous aurez l'occasion de lui poser des questions, une dizaine de minutes de questions. À l'issue de l'intervention de Christophe Barbier, on se retrouvera et vous pourrez bien évidemment poser les questions que vous souhaitez à Christophe Barbier. Voilà, donc Christophe Barbier, on vous laisse la parole. Les enjeux de l'agriculture de demain, c'est à vous. Merci infiniment. Au revoir. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous dans ce beau département aujourd'hui, qui n'a jamais autant mérité son nom, vu le soleil qui recouvre d'or toute la ville aujourd'hui et toute la campagne environnante. Merveilleux département où on a la délicatesse pour l'orateur de servir un verre d'eau dans une flûte à champagne. Magnifique, magnifique. Je me souviens un jour d'avoir vu, c'était il y a longtemps, dans les années 80, une manifestation d'agriculteurs, c'était dans l'Ouest, et il y avait une pancarte qui m'avait frappé. J'étais même pas encore journaliste, j'étais étudiant, et cette pancarte disait « Mon grand-père était paysan, mon père était agriculteur, je suis exploitant agricole, mon fils sera chômeur. » Pancarte du désespoir, qui aurait pu être encore plus désespéré s'il avait écrit « Mon fils sera orphelin » quand on voit le drame des suicides dans le monde agricole. Ça, c'est une manière de voir la manière dont l'agriculture traverse le XXIe siècle. C'est une mutation difficile, c'est une mutation douloureuse. On peut en effet avoir un regard inquiet, angoissé, compassionnel sur l'agriculture. Mais on peut se dire aussi que quand on compare les chiffres, il y a le verre à moitié plein, il y a le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est 200, 250 exploitations qui continuent à fermer chaque semaine dans notre pays.
Le verre à moitié plein, c'est de constater que la surface agricole, bon an, mal an, a trouvé une forme de stabilité, du moins d'évolution raisonnée. Le verre à moitié plein, c'est de se dire que la productivité dans de nombreuses disciplines est en hausse. Le verre à moitié plein et surtout le verre complètement plein, c'est de se dire que la qualité dans toutes les filières, c'est l'interrogation principale, c'est l'enjeu majeur, c'est la motivation de tous les jours de ceux qui cultivent cette terre. L'innovation, la qualité par l'innovation. C'est un monde, c'est un milieu professionnel qui n'a que cela en tête. Alors, ça n'empêche pas les problèmes. Ça n'empêche pas les problèmes de rentabilité, de cours des matières agricoles, ça n'empêche pas les rapports de force avec le système de la distribution, ça n'empêche pas de s'interroger sur une loi Egalim qui est à peine entrée en vigueur, que déjà elle est considérée comme un échec, bien que certains le contestent. On n'ose pas avoir confiance dans un texte qui est encore balbutiant. Néanmoins, moi je voudrais vous parler ce soir du verre à moitié plein, et même de comment remplir l'autre moitié du verre. Regardons derrière nous. De 1945 à 1975, l'agriculture française a vécu une mutation qui était très importante. Parce qu'en quelques décennies, l'enjeu n'était plus comme, depuis des millénaires, de se battre contre la nature, un parasite, le gel, les bonnes et les mauvaises saisons, mais de se battre contre les lois du marché, contre ce que l'homme faisait de l'agriculture. Il ne s'agissait plus de lutter contre la fatalité, il s'agissait de lutter contre d'autres enjeux économiques qui voulaient vampiriser l'agriculture. Et ça a changé complètement la nature du rapport entre les exploitants agricoles, les agriculteurs et le reste de la société, au moment même où démographiquement, eh bien, leur part ne cessait de diminuer. Donc ils n'avaient plus la force de la démographie qui, depuis au moins Louis XIV, et on pourrait même remonter à Sully et à Henri IV, avait fait la domination sociologique de la France rurale sur la France urbaine. Ce rapport de force s'inversait au moment où l'agriculture devait moins lutter contre les fatalités de la nature que contre l'organisation des hommes. Depuis ces 30 glorieuses qui ont accompli cette mutation, ce renversement, il y a eu d'autres enjeux, d'autres luttes. D'abord, les défis de la nature sont revenus. De nouveaux défis. Oh, il y a toujours des défis avec des petites bestioles qui tuent les canards, ça s'appelle la grippe aviaire. Quand jadis, ça s'appelait le phylloxéra, elle tuait la vigne. Il y a d'autres enjeux de la nature. Il y a ce fichu réchauffement climatique qui fait que certains vignobles dans le Bordelais, c'est peut-être le cas aussi ici, commencent à tester des cépages venus d'Afrique du Sud ou d'Australie, au cas où, dans 10 ans, dans 15 ans, il faille replanter. Et où certains commerciaux du vin commencent à se demander si l'adversaire, le concurrent, ça ne sera pas un jour les Anglais, les Écossais, parce qu'ils auront le climat qu'il faut pour faire du vin. Bon, avant que le vin anglais concurrence le nôtre, on a un peu de temps, c'est vrai, mais il vaut mieux se méfier. Il y a toujours ce défi de la nature, ces problèmes posés par la terre sur laquelle on vit, et il y a encore les défis, les attaques du système humain. Le problème avec la grande distribution est toujours là. Et si on est en train d'inventer une nouvelle économie du circuit court, c'est peut-être parce qu'on a trouvé enfin une solution stratégique et non plus seulement une défense au petit pied pour gérer cet affrontement-là. La bourse et ses marchés souvent fous, qui concernent tout autant le sud de la planète que nos régions, elle est toujours là. La politique agricole commune et ses vicissitudes, plus que jamais en cette année 2019 d'élection, avec devant nous la réforme de la PAC, elle est toujours là. On parle moins des quotas qu'il y a 35 ans ou 40 ans sous Giscard d'Estaing, mais la PAC et les défis sont toujours là. On a donc le retour de défis de la nature, on a la permanence des défis de l'économie et de la société humaine et de l'organisation des marchés, et puis on a un troisième défi. Un allié s'est retourné contre nous, les amoureux de l'agriculture. Cet allié qui s'est retourné contre nous, c'est la science. La science a été un allié formidable qui a permis au Moyen-Âge d'inventer des techniques comme l'assolement triennal, de passer de la houe à la charrue, etc. Le progrès technique était là pour l'agriculture. Et puis ensuite, évidemment, avec les débuts de la chimie, ça a permis de lutter contre les fatalités de la nature et d'assurer une productivité toujours croissante. Et donc, on pouvait mieux nourrir, plus nourrir, grâce à la science. Et patatras, la science se retourne. Oh, c'est pas la science qui se retourne.
C'est que simplement, derrière tout progrès technique, il y a souvent un effet pervers, un effet secondaire. Et puis la société change de regard sur les progrès scientifiques. Et ça va des délires sur les vaccins jusqu'aux interrogations normales, saines, nécessaires sur la nocivité de tel ou tel produit. Donc voilà que l'agriculture se retrouve confrontée au retour de ses anciens défis, la nature, à la permanence de ces défis liés à l'économie mondialisée, l'économie, la bourse, l'argent, les marchés, et en plus, une mutation sociétale, philosophique, et si le progrès était mauvais? Et s'il fallait maintenant arrêter de mettre la science au service de l'agriculture parce qu'il y a trop d'effets négatifs, avec des fantasmes et parfois même des comportements proches du complotisme. Contre ça, il faut faire ce que vous faites déjà. Continuer à travailler, continuer à innover, continuer à avoir confiance, mais il faut faire plus. Je pense que l'agriculture, notamment l'agriculture française, parce qu'elle n'a pas de raison de ne pas se vouloir pionnière dans le monde agricole, sur la planète agricole. Là, l'agriculture doit faire une véritable révolution. Oh, la révolution, vous la faites tous les jours. Tout à l'heure, j'ai assisté à la fin de la répétition, et les 3 ou 4 trophées que j'ai pu voir, ce sont tous des trophées révolutionnaires. Ce sont des gens qui font aujourd'hui des choses qui n'existaient pas, qu'on ne pensait même pas faire il y a 15 ans, qui étaient encore expérimentales il y a 5 ans, et qui aujourd'hui sont récompensées et demain seront banales. Donc la révolution, vous la faites. Mais est-ce que vous la faites savoir? Est-ce que la révolution maintenant de l'agriculture, ce n'est pas la révolution du faire savoir? Alors il ne s'agit pas d'acheter des écrans publicitaires sur les télévisions, oh vous pouvez le faire. Il s'agit dans toutes les strates de la société, de l'école aux politiques en passant par les médias, d'être en permanence dans l'irruption de votre nouvelle manière de faire une nouvelle agriculture. Révolution. Emmanuel Macron, on a fait le titre de ce livre de campagne à la fin de l'année 2016, ça lui a pas mal réussi. Je vous encouragerai à en faire autant. La révolution du faire savoir. Moi, je commencerai par une chose. Prenez le pouvoir au Salon de l'agriculture, vous les agriculteurs innovants, et changez-en la forme, l'organisation, la scénographie. Le Salon de l'agriculture, c'est quoi? C'est la mise en spectacle festive et vraiment indispensable, c'est un rendez-vous indispensable, de l'agriculture telle que la rêvent les citadins. Alors oui, de l'innovation, on veut bien, il faut de la part de l'innovation, mais quand même, rappelez-nous antan, rappelez-nous l'enfance. Moi-même, j'en suis coupable. J'ai commencé par 5 minutes sur l'époque où je dénichais des œufs ou extrayais les vaches. Nous sommes tous enclins à la nostalgie parce que le bon vieux temps, il a pour nous une odeur de lait chaud, de beurre à la baratte et de foin fraîchement coupé. Ne tombez pas dans ce piège. Oh, il est délicieux le piège de la nostalgie, mais imposez aux citadins vos rêves du futur et pas seulement à eux, leurs rêves du passé. Le futur n'existe pas sans le passé. Le passé, il sera toujours là, on pourra toujours le glorifier. Il ne faut pas le renier. Mais faites la révolution de cette immense vitrine qu'est le Salon de l'agriculture pour montrer d'abord le futur de l'agriculture et aussi, évidemment, les traditions et tout ce que l'on préserve puisque vous êtes aussi de merveilleux conservateurs. Mais les conservateurs doivent être des révolutionnaires. C'est ça aussi le « et en même temps » de l'agriculture aujourd'hui. Les missions sont toujours là. La première mission, c'est quand même de nourrir le monde. Je regardais les chiffres, les masses énormes. Le blé, qui depuis des millénaires est l'aliment de référence, si l'on peut dire. 35 millions de tonnes en 2018 pour la France. Il y en a que 70 millions en Russie, qui se prétend un si grand pays. Il y en a 18 millions en Australie. Ils ont quelques problèmes de sécheresse, la nature. 730 millions sur la planète. Nous ne sommes pas rien. Nous sommes beaucoup plus puissants uniquement en prenant ce petit critère du blé que dans bien d'autres domaines économiques. Donc c'est bien la preuve que pour nourrir le monde, la France a son mot à dire. Elle a, si j'ose dire, du grain à moudre dans ce combat. Sauf que nourrir le monde, demain, ça ne sera plus la même chose. Vous le savez, en Côte d'Or, je regardais un peu l'histoire de l'agriculture, il y a eu l'âge d'or de la betterave, parce qu'il y avait le blocus continental, et puis ça s'est arrêté. Il y a eu du houblon ici, et puis ça s'est arrêté. Vous savez faire. Et de la même manière, l'agriculture française, l'agriculture de Bourgogne, devra évoluer. On pourrait multiplier les exemples, mais on va se concentrer sur celui qui défraye le plus l'actualité, la fin de la viande. Nous ne mangerons plus de viande. Bon, ça va prendre un certain temps. Mais il ne faut pas le subir, il faut l'anticiper.
Vous devez organiser la décroissance de la consommation de protéines animales, comme on dit aujourd'hui, dans un monde qui va l'exiger pour des tas de raisons, bonnes et mauvaises, parfois sectaires, limite délirantes, et parfois réelles, sanitaires, pour le bien de la planète, pour le bien de l'homme et pour le bien de l'animal. Le bien-être animal va entraîner des délires, des excès, mais aussi un mouvement de fond fondé. Mais pour que ce mouvement de fond aille dans la bonne direction et évite les embardées, il faut qu'il soit piloté par vous. Et que le monde agricole n'essaye pas de gagner quelques années de sursis à faire la même chose, mais prenne quelques années d'avance à nous apprendre à nous alimenter autrement à partir de ce qu'est la viande. Alors bien sûr, nous attendons tous avec impatience le moment où nous pourrons, avec gourmandise, tremper dans notre café au lait le matin une galette de limaces ou une tranche d'escargot frit ou d'asticot en biscotte. Ça, c'est certain. Avant d'en arriver là, j'espère que vous aurez inventé d'autres choses. Bien entendu, on voit bien que les enjeux sur l'eau, sur la pollution de l'air, sur les surfaces disponibles dans une planète qui va être à 10 milliards d'habitants entraînent mécaniquement, de manière obligatoire, cette mutation de la relation à la viande. C'est évident. Il faut que ça soit conçu comme un progrès pour l'humain, un progrès pour l'animal. Et ça ne pourra être conçu comme un progrès que par vous. Si vous laissez les intellectuels, les politiques, les écologistes, ou pire, les journalistes, vous dire ce qu'il faut faire avec ce défi du moins de viande, ça va être catastrophique. C'est à vous de l'écrire. C'est votre histoire, c'est notre histoire, c'est à vous de l'écrire. C'est vous qui tenez la plume. Et donc, c'est un défi, c'est un des premiers défis, à mon avis, pour l'agriculture de demain. On pourrait multiplier les exemples sur la fonction nourricière, mais mon temps est compté. Je voudrais passer à une deuxième fonction pour moi qui est fondamentale pour l'agriculture de demain. C'est d'ailleurs déjà l'agriculture d'aujourd'hui, c'est protéger la santé des hommes. Vous devez être de grands protecteurs de la santé des hommes. Nous vivons maintenant dans un monde du double risque, le risque subi, le risque choisi. Je fume, je choisis mon risque. Je sais que c'est dangereux. Je ne peux pas ne pas savoir que c'est pas dangereux. Je ne peux pas l'ignorer, c'est plus possible. Donc si je fume, je choisis mon risque et je ne peux pas me plaindre. En revanche, si je mange une bonne salade et qu'à mon insu, j'ingère des choses qui sont mauvaises pour ma santé, ça, c'est un risque subi. Si je respire et que dans mes poumons rentrent des particules que je n'ai pas senties et qui m'empoisonnent, c'est un risque subi. Vous êtes au cœur de ce conflit entre le risque choisi et le risque subi. L'éducation par la bonne agriculture à la bonne nourriture, c'est une éducation de la part des choses à faire entre le risque subi et le risque choisi. Le risque choisi, il n'est pas interdit. Un bon cognac, une bonne daube en sauce, il ne faut surtout pas y renoncer. Mais il faut savoir qu'on choisit un certain risque, le cholestérol, l'alcool, et que donc ce risque, il faut le limiter, le minorer, le contrôler. Et c'est à vous aussi de prendre le pilotage de cette évolution de la société. Qu'il soit clair pour le consommateur de vos produits, quelle est la part du risque que je choisis, quelle est la part du risque que je subis. Et le risque que je subis, il doit être réduit à néant dans les 10 ans qui viennent, parce que la société ne l'accepte plus. À l'heure où nous parlons, vient de passer le dernier texte pour interdire le fameux E171, qui n'était pas du tout de la faute des agriculteurs, mais de l'industrie agroalimentaire. Et tous les beaux bonbons avec des belles couleurs que nous avons dévorés dans notre enfance, il y avait du E171 dedans, il n'y en aura plus. Regardez le mot qui vous est si familier, phytosanitaire. Il y a 40 ans, dans phytosanitaire, on entendait phyto. Protéger la bonne plante contre la mauvaise, contre le puceron. Voilà. Le phytosanitaire, c'était d'abord le phyto. Maintenant, c'est d'abord le sanitaire. Le phytosanitaire, il doit protéger ma santé. Vous devez protéger ma santé en étant dans la bonne utilisation des bons produits. Et c'est tous les débats actuels, souvent caricaturés, dont je vous fais l'économie parce que vous les connaissez mieux que moi. C'est à vous de vous ériger en avant-garde, en premier garant de cette protection de la santé des gens, parce qu'on sait que ce qu'on mange aura été fabriqué, produit, traité par des gens qui sont nos protecteurs et qui se portent garants pour nous. Il faut aller plus loin. Demain, vous ne serez pas seulement là pour protéger la santé des hommes, vous serez là pour soigner les hommes. Je me soignerai par mon bol alimentaire. Pas seulement pour ne pas être empoisonné parce que tout sera bien cultivé comme il faut, mais je voudrais en me nourrissant, j'exigerai en me nourrissant de m'améliorer. D'améliorer
mes capacités physiques, ça c'est depuis tous les temps, mes capacités intellectuelles. Bien me nourrir pour avoir plus de mémoire, les neurones un peu déliés. Et je vous demanderai de me fournir cela. Être renforcé, bien me nourrir en fonction de la saison pour que mes défenses immunitaires soient aidées par ce que vous aurez cultivé la saison précédente. Bien me nourrir me permettra de guérir, de guérir. Alors là encore, ça va faire la part belle à toutes les sectes qui vous diront qu'en mâchonnant des grains de riz, on guérit d'un cancer. Et il ne faudra pas écouter les charlatans. On n'ira pas jusque-là. Mais on trouvera quelque chose qui aujourd'hui se limite aux plantes médicinales et qui demain deviendra la médecine nutritive. Oh, des tas de produits ont déjà existé sur le marché. On a eu des alicaments, l'actimel, le danacol, le vrai, le faux, le mieux, le moins bien. C'est pas grave, ça a ouvert la voie. Je mange pour me soigner. En mangeant, je me soigne. Par anticipation, je résiste mieux aux maladies, mais aussi par soin. L'alimentation fait partie du traitement que me recommande la faculté. Vous allez devoir aussi, et là on passe non plus aux consommateurs, mais à votre responsabilité par rapport au pays. Vous allez devoir aussi, à mon avis, endosser de nouvelles responsabilités économiques, politiques et philosophiques. Économique, ça part des territoires. Politique, ça part des territoires. Philosophique, ça part des territoires. Les territoires pour l'économique, c'est simple, c'est les paysages. Alors déjà, on vous demande, et parfois on voudrait vous demander que ça, d'entretenir nos paysages. L'agriculteur, de moins en moins nourricier, de plus en plus jardinier. Vous résistez à cela, vous ne le refusez pas, mais vous résistez cette affectation à être simplement protecteur de nos paysages. Moi, je viens donc d'un pays, la Haute-Savoie, où ça a été très sensible. Parce que dans les années 70, fin des années 60, on a vu revenir une calamité qui, depuis très longtemps, avait disparu. C'était les avalanches dans certaines zones où il n'y en avait plus, où de mémoire d'ancêtres, on n'avait jamais eu d'avalanche. Pourquoi ? Parce que les prés n'étaient plus fauchés, donc l'herbe poussait, puis avec l'automne, l'herbe se couchait, et ça faisait un tapis extrêmement glissant sur lequel la neige partait facilement. Avant, l'herbe était broutée, l'herbe était fauchée, ça faisait une espèce de herse à l'automne, et la neige, elle tenait tout l'hiver. Et voilà comment on s'est rendu compte qu'entretenir les paysages, c'était aussi protéger les hommes. Mais ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas être simplement débroussailler pour éviter les incendies ou les avalanches. Ça ne peut pas être restaurer un bocage pour éviter les inondations. Il faut que ça soit autre chose. Si dans votre activité, il y a une part de paysagisme, il faut que ça soit dans la volonté de créer de la richesse. Alors la première richesse à laquelle on pense, c'est celle que Michel Houellebecq a mise au cœur de son roman « La carte et le territoire », où il décrit une France post-industrielle, où finalement nous sommes devenus une espèce d'immense parc d'attractions, des attractions formidables, les châteaux de la Loire, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris quand elle sera reconstruite, et les merveilleux vallons et collines de la Bourgogne et notamment de la Côte d'Or. Très bien. Ça va attirer des centaines de milliers, des dizaines de millions de classes moyennes supérieures, chinoises, indiennes, un jour indonésiennes, un jour africaines. Formidable. Notre richesse est faite. Transformons-nous en immenses jardins peuplés de châteaux et remplis de bons restaurants, et notre richesse sera faite. C'est une richesse un peu fragile, parce que les caprices, les modes, les crises économiques, on subira de plein fouet tout cela. On sera en seconde main. Mais, nous dit Houellebecq dans son roman, c'est notre avenir. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est très important, ça va devenir un secteur toujours plus important, le tourisme vert au cœur du tourisme global, mais je ne suis pas d'accord. Il faut aussi que cette fonction d'entretien des territoires, préservation, innovation, soit mise au service de la création d'une nouvelle richesse économique, qui ne soit pas que l'argent et les devises des Chinois. D'autant que les Chinois, ils ne sont pas fous, ils commencent déjà à racheter les hôtels, les châteaux et les restaurants pour que leurs touristes viennent dépenser les devises chinoises au profit d'entreprises chinoises qui se sont installées en France, vous voyez, pour ramener l'argent à la maison. Donc méfions-nous de ça. Non, il faut que ces territoires soient merveilleusement accueillants et préservés et purs pour que s'y installent tous ceux qui créeront de la richesse par le tertiaire, par la recherche, par le télétravail, par le haut débit, par le numérique. Le numérique qui permet de faire du business avec Los Angeles ou Sydney tout en étant ici, en Côte d'Or,
tout en étant dans une autre campagne française. Et ça, c'est vers cela qu'il faut tourner notre effort d'entretien des territoires. Ce n'est pas pour ressusciter le rêve d'un retour à la terre modèle années 70, mais pour un retour vers la France agricole, vers les paysans qui sont mes associés, mes adjoints, mes sous-traitants dans la création d'une richesse économique que je fais avec mon ordinateur. C'est comme ça que la fonction de sauvegarde de nos paysages prendra une vraie valeur de création de richesse et surtout de richesse économique offensive pour conquérir le monde, pas seulement pour l'accueillir. Voilà pour le rôle économique. J'avance vite parce que je voudrais vraiment qu'on ait du temps pour les questions. Vous avez un rôle politique, vous en avez même 3. Le premier rôle politique, il vient du fin fond des temps. Mais il s'est incrusté dans une œuvre de 1765, une œuvre due à un abbé italien, l'abbé Galliani, francophone, qui fréquentait les salons des philosophes et qui, de ses discussions dans les salons, a tiré un merveilleux texte qui s'appelle « Dialogue sur le commerce des blés ». À cette époque, un débat traverse la France, l'Europe. Faut-il libéraliser le commerce des blés? Faut-il ouvrir les frontières, vendre, acheter librement? Et on se déchire. On a eu exactement le même débat au moment du référendum sur Maastricht, débat éternel. Un des personnages dit, si vous ouvrez les frontières, ça va créer tellement de perturbations économiques que vous aurez des troubles politiques. Ils ont ouvert les frontières, 20 ans après, il y avait la Révolution française, à la suite d'1 ou 2 années de disette. Donc c'est très important ce rôle. L'agriculture comme responsable des troubles politiques ou de la sérénité politique. Mais ce rôle politique aujourd'hui, il est plus français, il est européen. Votre premier combat politique, c'est de réinventer l'Europe. Ça ne passe pas seulement par le combat de la PAC. Oui, c'est important. Refuser le 5% de baisse, un 5% qui cache beaucoup d'autres baisses, ça n'est pas acceptable, cette baisse. Oui, les travailleurs détachés qui ont fait que sur des tas de secteurs, notamment le maraîchage, les prix allemands sont effondrés, ils sont devenus trop compétitifs, ça n'est pas acceptable. Mais la remise à plat, elle doit être beaucoup plus générale. Je pense qu'il faut désormais quitter la politique agricole commune pour passer à la politique agricole unique. Alors attention, je n'essaie pas de vous vendre le Gosplan soviétique modèle Bruxelles. Pas question. Il ne s'agit pas de dire à chaque agriculteur de chaque village de Bourgogne ce qu'il va devoir faire la saison prochaine parce qu'un technocrate l'aura décidé. Non, j'appelle politique agricole unique, une politique agricole concertée par des pays, et ça ne sera pas 27, ça sera beaucoup moins, qui décident d'aller ensemble dans la même direction, d'arrêter de se faire concurrence entre eux et souvent de manière déloyale, et en allant ensemble dans la même direction, de se répartir les tâches, les rythmes, les efforts en fonction des développements de chacun. Cette politique agricole unique, elle est à mon avis essentielle si on veut que le rêve européen continue. On a commencé l'Europe, celle qui s'essouffle aujourd'hui, avec 2 choses. D'abord le charbon et l'acier, la CECA, parce que le charbon et l'acier, c'est ce qui permettait de faire la guerre. Et en le mettant de manière concertée entre nous, on ne pouvait plus faire la guerre. Et ensuite, on a fait la politique agricole commune. Et cette première Europe s'est bâtie sur ces 2 pieds-là. La nouvelle Europe, l'Europe intégrée, l'Europe qui doit passer, à mon avis, de la communauté à la nation européenne. Cette Europe-là, elle doit commencer par la défense européenne. On doit avoir la même stratégie, y compris quand il faut aller à l'étranger, et c'est plus facile à dire qu'à faire, et par la politique agricole unique, c'est-à-dire une seule politique pour la nation européenne, chacun ayant l'impression d'être à côté de collègues et pas à côté de concurrents. Alors on ne le fera pas à 27, on le fera encore moins évidemment avec ceux qui rêvaient d'entrer, l'Ukraine, la Turquie, on le fera peut-être sans doute avec les Allemands, probablement pas avec le Luxembourg qui est un paradis fiscal, qui n'est pas un grand pays agricole, le fera-t-on un jour avec les Polonais, grande nation agricole, comment le faire avec les Espagnols et les Portugais? Les questions sont devant nous, mais je pense que la stratégie, ça doit être cela, la politique agricole unique, la nation européenne. Deuxième rôle politique qui vous échoit, après l'Europe, redéfinir les territoires, vos territoires. Les Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement agricole, les Gilets jaunes. Ce n'est pas les chemises vertes au funeste souvenir des années 30. Ce n'est pas non plus un mouvement rural, c'est un mouvement rurbain. C'est le mouvement des ronds-points. Quand on voit un rond-point, généralement, on n'est plus dans un centre-ville où il y a des carrefours, mais on n'est pas encore dans la campagne. On est entre les deux. On est dans cet entre-deux qui s'appelle le rurbain. Alors, il y a des tas de points communs dans les difficultés sociales, avec vous, le monde rural, avec le monde des agriculteurs. Mais vous, vous êtes des producteurs exportateurs. En tout cas, vous voulez aller au loin, vous voulez que vos productions aillent ailleurs. Et vos problématiques, vos souffrances sont tournées vers cet objectif, produire et transmettre mes produits. Les Gilets jaunes,
eux, c'est le pouvoir d'achat, donc ils sont consommateurs et pas producteurs dans leur raisonnement, et ils sont sur une sorte de peur, de révolte contre la mondialisation. Donc le lointain fait peur, d'abord parce que la mobilité est en crise, et ensuite parce que le lointain, finalement, dilue mon identité et écrase mon économie. Et vous n'avez pas peur du lointain, vous l'affrontez, vous le pensez. Et donc c'est pour ça que ces deux mondes sont à la fois comparables dans leurs angoisses et pas comparables dans leurs réactions. C'est pour ça aussi peut-être qu'ils ne se sont pas complètement rencontrés dans les mois que nous venons de vivre. La convergence entre les deux, c'est l'identité, le souci de l'identité. Qui suis-je? Qui sommes-nous? D'où sommes-nous? C'est une question commune à vos professions et aux Gilets jaunes. Et puis, c'est les territoires. Le d'où sommes-nous est fondamental. C'est quoi mon territoire? On me parle de pays, de métropoles, de communautés d'agglos, de communautés de communes, de SCOT, de PLU, je ne m'y retrouve plus. C'est quoi mon territoire? Et ça, c'est une question que vous, monde agricole, vous allez devoir résoudre. Ça ne se fera qu'à partir d'une nouvelle décentralisation. Espérons qu'Emmanuel Macron va le comprendre et le mettre en branle dès la semaine prochaine. Cette décentralisation, ça ne sera pas la même que celle de 82. C'est-à-dire, on ne pensera pas à la décentralisation en se disant, bon, il y a des grandes régions et des grandes métropoles. Et donc, le nouveau monde citadin, c'est Lyon, Toulouse, Bordeaux, et il faut organiser autour la vie. Non, la nouvelle décentralisation, elle partira du rural. Nous avons des problèmes de désertification, nous avons une envie de revivre dans ces campagnes, de leur redonner de la vitalité économique. Partons de là pour voir comment on organise autour la relation à la ville, la mobilité, les infrastructures. Et bien sûr, la relation à la capitale, le jacobinisme, et la relation à l'Europe. Est-ce qu'on le fait de manière traumatique, irrédente, à la mode catalane, ou est-ce qu'on le fait de manière liée, attachée au fait que oui, il y a les campagnes, et puis oui, il y a Paris, et oui, il y a l'Europe. Et ça va partir. Si on veut le réussir, il faudra partir du rural, donc de vous. Et vous aurez votre mot à dire. Et je vous signale qu'il y a des élections municipales l'année prochaine auxquelles vous pouvez vous présenter. Troisième rendez-vous, il est philosophique. C'est à vous en partie de refonder les valeurs occidentales. Je prends un grand mot, mais depuis l'affaire de Notre-Dame, les valeurs, ça a repris un peu de lustre. Méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'on peut vous faire jouer le mauvais rôle. Parce qu'il y a une mauvaise manière de refonder les valeurs occidentales. Le repli identitaire. On vient vers vous en vous disant « la terre ne ment pas », vieux slogan pétainiste. Donc on vient vers vous pour retrouver nos valeurs, nos racines, l'idéologie de la racine. Il ne faut pas qu'on vous le fasse à vous. La racine, mais c'est ce qu'on mange quand on est au cimetière, on mange les pissenlits par la racine, dit l'expression. La racine n'a de valeur que si elle porte un arbre avec des fruits, un épi avec des grains. Vous le savez bien, vous, que la racine, c'est indispensable, mais ce n'est rien. On ne voit rien, on ne cultive rien. Enfin si, de temps en temps, une racine, ça se mange, mais enfin, c'est quand même pas l'essentiel de nos productions. Donc la racine est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Et nous vivons dans un monde où les gens vous disent les valeurs, l'identité, c'est la racine, que la racine. Il faut que rien dépasse. Non, ça c'est s'enterrer, c'est pas se réenraciner. Et c'est à vous qu'on va faire porter un peu le devoir philosophique de nous dire ce que c'est que la bonne idéologie de l'identité. Et bien c'est l'idéologie de la plante qui pousse, de la moisson. La bonne manière, c'est de nous dire que le rural, c'est l'équilibre avec la nature, et on sait que notre planète est mortelle. C'est la bonne écologie qui permet le développement de l'homme sans nuire à la nature. Et c'est surtout, et c'est à mon avis le cœur des valeurs occidentales de demain, l'altruisme. Qu'est-ce qu'il y a de plus altruiste qu'un paysan qui nourrit les hommes? Et l'altruisme doit être le fondement de cette nouvelle valeur. Penser à autrui dans ce que je fais. Je cultive pour nourrir. Je cultive pour protéger, je cultive pour soigner, je cultive pour que l'environnement soit durable, je cultive pour apprendre aux autres la sobriété, pour apprendre à ne pas gaspiller. Et ça, je pense que vous pouvez être les meilleurs porteurs de ce message parce que vous en avez la conscience, vous le vivez, vous voyez les risques, les défis tous les jours, et vous en avez la légitimité. Donc le peuple vous écoutera, les politiques, j'espère, vous écouteront si vous portez ce message de l'altruisme. Ne pas faire des mutations par intérêt, par profit, par cupidité, mais par altruisme. Un altruisme, bien sûr, qui n'est pas se saigner aux quatre veines pour se sacrifier, qui permet à chacun de progresser et de prospérer. Ce n'est pas un altruisme sacrificiel. Je ne peux m'épanouir que si les autres s'épanouissent grâce à moi. Si je m'épanouis en marchant sur la tête des autres, sur le cadavre des autres, je ne peux pas être heureux.
Si les autres s'épanouissent parce que je me suis sacrifié, je ne suis pas heureux. Non, non, l'altruisme, c'est tous ensemble. J'ai déjà été trop long et je veux qu'on passe aux questions. Je voudrais terminer quand même, puisque c'est le poète de la semaine, puisque c'est celui qui a écrit Notre-Dame de Paris, en vous lisant un poème. Cette cérémonie a été décalée dans le temps. Elle a quitté l'hiver pour arriver dans cette merveilleuse saison qu'est le printemps. Et Victor Hugo a écrit un poème magnifique dans le recueil qui s'appelle « Toute la lyre », un poème qui est intitulé « Printemps ». Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire. Voici le printemps, mars, avril au doux sourire. Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis. Les peupliers, au bord des fleuves endormis, se courbent mollement comme de grandes palmes. L'oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes. Il semble que tout rit et que les arbres verts sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers. Le jour naît, couronné d'une aube fraîche et tendre. Le soir est plein d'amour, la nuit, on croit entendre à travers l'ombre immense et sous le ciel béni quelque chose d'heureux chanter dans l'infini. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier pour cette impressionnante présentation. C'est très intéressant. Je crois que vous avez balayé de nombreux sujets. Est-ce que dans la salle, les gens ont des questions? Est-ce qu'on s'avance peut-être un petit peu? Je vous laisse mon micro pour répondre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois qu'il y a des hôtesses qui vous proposent des micros. C'est toujours la première, hein, la plus difficile. Alors, je vais la poser, moi, la première. Je vais reprendre une phrase d'Aragon. La femme est l'avenir de l'homme. Est-ce que la femme est l'avenir de l'agriculture? Finalement, on en parle peu de la place de la femme dans l'agriculture, alors qu'elle est omniprésente. Elle a un statut souvent mal défini. On parle de conjointe collaboratrice. C'est pas un problème. Est-ce que l'agriculture ne doit pas évoluer sur ce sujet? Mais je n'ai fait que parler de la femme, en parlant là pendant trop longtemps. La fonction protectrice, et depuis l'aube des temps, c'est la fonction maternelle. Et même si maintenant tout cela est partagé, ça reste dans nos mémoires. La fonction nourricière, qu'est-ce qui est plus nourrice qu'une femme dans notre mémoire collective, même si là aussi la modernité a permis de changer de statut. Donc bien entendu, non seulement la femme est l'avenir de l'agriculture, et il faut régler les problèmes économiques et sociaux que vous souhaitez, et il faut que les inventions techniques et technologiques en tiennent compte. Et là-dessus, bien entendu, la machine est le meilleur allié, hein, la meilleure alliée en supplantant la force physique de la femme. Mais je pense aussi que la femme est l'avenir de l'agriculture parce que toutes les valeurs que j'ai voulu mettre au cœur de cette agriculture de demain, elles sont depuis déjà longtemps portées par la femme. La femme dans ses fonctions ancestrales, hein, on l'a dit, mère, mais aussi la femme dans sa relation à l'autre. Voilà, la femme n'était pas chargée de faire la guerre par les Amazones. Donc l'antagonisme ne lui était pas naturel, elle était elle déjà pour l'altruisme. Donc je pense que les valeurs nécessaires pour demain inscrivent naturellement la femme à la pointe de ce combat. Et puis ce que j'aimerais surtout, c'est que d'ici quelques années, ça ne devienne plus une question, plus un problème. Voilà. Que ça soit tellement évident que ça nous soit indifférent. Et que derrière un produit, derrière une exploitation, on ne se demande même pas s'il y a un homme ou une femme, qu'on ne se demande même pas d'ailleurs s'il y a un couple, que toutes les formules possibles puissent être là, que ça puisse être un groupe de jeunes, une start-up, que ça puisse être un groupe étranger qui viennent travailler ici et en respectant les règles. Qu'on n'ait plus à se poser, qu'on n'ait plus le réflexe de se dire il y a forcément un paysan avec sa collaboratrice conjointe. Voilà. Qu'on sorte aussi de ce schéma mental. Très bien, merci Christophe Barbier. Est-ce qu'il y a des... Oui, on peut l'applaudir, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous avez des questions à... Vincent Lavier, allez. Merci. On a dans notre département, ainsi que dans notre département, des zones très peu peuplées où l'agriculture constitue, à mon sens, le dernier rempart contre la diversification et la perte sociale que ça va engendrer. Nous, on considère... Comment ?
Oui, excusez-moi, de la désertification. Oui. Enfin, nous, on a tendance à considérer avec quelques-uns que ça, c'est quelque chose qui devrait être pris en compte parce que vous l'avez très bien cité tout à l'heure dans votre intervention concernant la lutte contre les avalanches, mais ça peut se répéter sur plein d'autres sujets. Et les agriculteurs sont garants de tout ça sur ce territoire-là. Et nous, on a du mal à imaginer que des pans entiers de notre territoire puissent disparaître par rapport à tout ça. Alors, vous l'avez évoqué, mais comment on peut faire, d'après vous, pour essayer de le faire reconnaître par la société, que ça soit pris en compte et qu'on soit accompagné pour continuer à faire en sorte que ces territoires-là puissent vivre décemment et conserver une activité et une vie sociale? C'est un grand défi. Je crois que la société en est déjà consciente, mais qu'elle l'aborde du mauvais côté. Elle ne voit dans ce devoir de maintenir une agriculture pour éviter la désertification, elle ne voit qu'une fonction de conservation. Donc on va payer des gens pour qu'ils restent sur place, à tondre, à faucher, à entretenir, à surveiller que ça ne brûle pas, qu'il n'y a pas de dégâts. Eh bien, ce n'est pas la bonne méthode. Parce que d'abord, on n'a plus d'argent pour faire ça. On n'a plus d'argent à mettre s'il n'y a pas de création de richesse en retour. Et c'est normal. Donc il faut sortir de cette logique-là et se dire que la solution, ça sera l'agriculture plus le haut débit. Il n'y a que le haut débit qui permettra de ramener sur place des activités supplémentaires, complémentaires. D'abord, ça facilitera le travail de l'exploitant agricole que d'avoir du haut débit, s'il veut justement moderniser son outil et moderniser sa commercialisation. Mais surtout, c'est ce qui fera que les villages se repeupleront, que les écoles rouvriront, que du coup les services publics devront suivre. Ah, ils seront peut-être en ligne pour beaucoup, mais il y en aura d'autres qui seront physiquement présents. Et à ce moment-là, l'agriculture sera là pour nourrir ces gens-là, pour les accompagner, pour protéger contre la désertification, mais dans un écosystème complet, et pas seulement comme une espèce de tour d'arrière-garde qu'on subventionne pour être sûr que quelqu'un surveille ce qui se passe. Il faut s'arracher à cette idée que la fonction dernière, ultime de l'agriculture, c'est de conserver, au sens à la fois de surveiller et d'entretenir. Non, l'agriculture, elle ne doit pas conserver, elle doit prospérer. Mais pour prospérer, il lui faut attirer à elle, attirer autour d'elle, accompagner d'autres activités économiques. Ça ne sera plus l'industrie, et c'est tant mieux. On a eu notre âge industriel avec ses bienfaisances et ses nuisances. Ça sera le numérique, ça sera le dématérialisé. Et il y aura des tas de gens qui seront ravis de vivre dans ces campagnes, pourvu qu'ils puissent créer de la richesse grâce au haut débit. Donc évidemment, le grand chantier du numérique que Macron a mis en avant dans sa campagne et qui évidemment, comme tous les grands chantiers, prend du retard, ce grand chantier, il est décisif pour répondre aussi à ce défi. Christophe Barbier, moi j'ai une question. Tout à l'heure, Vincent Lavier, le président de la Chambre d'agriculture, disait que les agriculteurs souffraient un petit peu de ce que disaient d'eux les journalistes. Vous qui êtes journaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les journalistes donnent une mauvaise image des agriculteurs? Oui, c'est une accusation qui n'est pas fausse, mais pour deux raisons qui peuvent s'expliquer. La première, je passe une seconde dessus parce que je l'ai déjà largement développé, c'est le côté rétroviseur. Voilà. Les journalistes aiment bien, parce que les lecteurs et les téléspectateurs aiment bien, montrer l'agriculture dans le rétroviseur. Une bonne vieille vache avec un bon vieux paysan, oh là là, ça fait toujours de l'audience sur TF1 à 20h. Et c'est très bien, c'est notre patrimoine, il faut qu'on en soit fiers, et puis c'est des vies derrière, on est fiers de tout cela. Mais on s'est enfermé dans cette image d'Épinal. On s'est enfermé dans ce qu'entre nous, on appelle en rigolant la France de Jean-Pierre Pernaut. On en vient tous de cette France. Il ne s'agit pas de la brocarder, elle est formidable. En plus, elle est solidaire, ce que ne sont pas beaucoup d'autres France. Elle est moins cupide. Mais on ne peut pas s'arrêter là, et très souvent, la vision médiatique, elle s'arrête là. Et elle a l'impression d'avoir tout dit quand elle a montré le côté musée vivant qu'est l'agriculture. La deuxième raison, et là il faut lutter contre, c'est que les journaux parlent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et si possible des trains qui déraillent. Et donc évidemment, on va parler des professions quand elles sont éclairées d'un jour peu favorable. Ah ben ça y est, vous nous empoisonnez, vous polluez les nappes phréatiques, vous êtes responsable de ceci, coupable de cela. C'est vrai d'un peu toutes les professions. Elles sont rarement mises à l'honneur, les professions, par le système médiatique. Ben, il faut s'arracher à cela. Alors il y a une presse qui le fait, et on en est un exemple vivant, c'est la presse quotidienne régionale. Parce qu'elle est en contact avec la réalité des gens et l'économie. Donc voir des grands journaux historiques soutenir ce genre de manifestation,
consacrer des pages et des pages à la mise en valeur des individus et des entreprises qui sont derrière une agriculture, c'est formidable. Donc le problème, il n'est pas tant dans la presse, dans les médias, que dans ce qu'on appelle la presse parisienne. C'est-à-dire celle qui tourne tout, parce que c'est son goût, mais c'est aussi son devoir, en problème politique, en problème pour les politiques. Et donc, tout doit être pris par le mauvais bout pour aller voir le ministre, le président, le Premier ministre. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites? Et donc, il faut nous laisser faire ça parce que c'est nécessaire dans le débat démocratique. Puis il faut nous taper sur les doigts régulièrement. Puis il faut surtout que la presse de proximité, qui est à la fois la presse des terroirs et la presse des ronds-points, que cette presse-là continue à prospérer. Et on en parlait tout à l'heure avec le directeur du bien public. La presse quotidienne régionale a engagé des mutations, pas toutes à la même vitesse dans tout le pays. Moi, je pense qu'elle a passé le pire et qu'elle s'est sauvée. Mais elle ne se sauvera que si les lecteurs suivent et continuent à payer un peu, à sortir un peu d'argent pour que cette presse puisse dire la réalité de ce qui se passe dans les terroirs. Merci Christophe Barbier. Une question, c'est la dernière occasion de poser une question à Christophe Barbier. Ah, le monsieur. Il y a un monsieur là, si vous voulez. Bonjour. J'ai une question à vous poser. Comment vous voyez l'avenir avec l'Afrique, et surtout l'Afrique francophone? Je suis allé en Afrique récemment et j'en suis revenu avec un sentiment un peu ambivalent. Je suis allé au Togo, donc dans les problèmes de la CEDEAO, du franc, du CFA, et puis au Ghana, qui est juste à côté, mais qui est globalement, tout en étant anglophone, dans cet univers-là. Je suis revenu avec un sentiment d'inquiétude profond, parce que le contraste entre la poussée démographique, qui vient d'une chose positive, c'est qu'on meurt moins quand même, et la capacité à créer des richesses pour nourrir et donner du travail à toutes ces générations jeunes, ça semble une équation insoluble. Donc ça porte l'idée de migration, ça porte l'idée de conflits territoriaux là-bas et ici majeurs. Ça, c'était le côté inquiétant. Et puis j'ai vu autre chose qui m'a complètement rassuré, au Togo et surtout à Accra, c'est que ces jeunes générations, qu'on les voit dans le bidonville autour du port d'Accra, ou qu'on les voit dans l'espèce de mini Manhattan qui se construit, parce qu'il y a aussi une partie très dynamique de leur économie, ils ont une envie d'innover, de travailler, de créer de la richesse phénoménale. Et ils ont tous ceux que j'ai vus exprimer l'envie de faire ça pour rester. C'est-à-dire qu'ils avaient intégré l'idée que la migration était une malédiction. Une malédiction parce qu'on a une chance sur 2 ou 3 de mourir, et puis ceux qui arrivent au terme de la migration, ils ne sont pas bien traités, il n'y a pas d'aventure formidable pour tout le monde. Il y en a assez peu qui deviennent champions de foot à 15 millions par mois ou rockers surpayés. Et donc ils ont intégré ça et leur idée c'est quand même de rester sur place, avec donc des défis qui sont industriels et aussi agricoles. Donc je suis revenu avec ce sentiment ambivalent. Ce que je vois en revanche, c'est notre devoir. C'est que si sur cette volonté de créer assez de richesses pour rester tous là-bas, se nourrir tous là-bas, s'enrichir tous là-bas, on ne les aide pas. On va être doublement punis parce qu'on aura des problèmes migratoires innombrables et on aura en plus le ressentiment. Et le ressentiment est quelque chose qui est très palpable là-bas. Puisque quand vous allez là-bas, vous n'êtes pas spécialiste de l'Afrique, moi j'allais pour la première fois dans ces 2 pays, vous voyez quelque chose, ça vous saute aux yeux. Les Chinois partout. Ou plus exactement, les Chinois, nulle part, n'en voyez aucun. Mais la Chine, partout. Vous ne pouvez pas faire 200 mètres sans qu'on vous dise « Ah ben ça, ils ont racheté, ça, ils ont construit, ça, ils veulent le changer, ça, ils vont le faire. » La Chine, partout, pas de Chinois. Ils sont invisibles, mais ils sont partout. Et quand vous commencez à parler avec les étudiants, avec les leaders politiques, les leaders économiques, on ne vous parle que du fait colonial, du passé colonial, du néocolonialisme, des entreprises françaises, des politiques français. Et ben moi, j'arrêtais pas de leur dire, mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas dans un combat d'arrière-garde? Là, c'est peut-être la Chine, votre problème maintenant. Donc vous voyez, on a ce double ressentiment qui peut venir, donc il faut s'en préoccuper. Et on ne peut s'en préoccuper que dans une intervention économique concertée. Concertée pour ne pas être perçue comme un néocolonialisme, mais intervention parce que sinon les problèmes viendront à nous. La seule chance pour que cette intervention réussisse et soit pas mal prise, c'est qu'elle soit européenne. Parce que si elle est européenne, ça ne sera pas l'ancienne puissance coloniale, et si elle est européenne, elle sera assez puissante et concertée. Il y a des choses qui se sont esquissées. La réflexion et le travail de Jean-Louis Borloo sur l'électrification de l'Afrique, c'est fondamental. La politique d'aide
pour une agriculture durable là-bas, c'est fondamental. Mais il faut que ça soit européen. Si ce n'est pas européen, ça ne marchera pas. Et ça ne sera pas européen si c'est les 27, parce que les Lettons, ils n'en auront jamais rien à faire du Ghana. Donc il faut que ça soit une nouvelle Europe, où on sera 5-6, où on sait que l'Afrique, ça peut être l'enfer de demain pour eux, pour nous, ou ça peut être l'avenir de la planète. Et ça, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est les pays qui ont cette conscience-là, parce qu'ils ont le passé avec le bon et le mauvais, et ils ont cette vision de l'avenir parce qu'ils ont le nez sur la Méditerranée. Il ne faut pas demander aux Finlandais et aux Estoniens de faire le travail à notre place. Merci. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Merci à vous. Merci de votre accueil. Merci on arrive au terme de cette conférence. Merci beaucoup pour cet éclairage. Pardon, j'ai été trop bavard, j'ai pas pu laisser de temps aux questions, mais bon, c'est. Non, mais je pense qu'il aura inspiré bon nombre de professionnels du monde agricole qui sont dans cette salle. Merci beaucoup. Et vive la Côte d'Or. Merci. Merci.